que je voudrais, alors moi je n'ai fait aucune publication, hein, donc j'ai pas écrit de bouquin, donc je vais vous parler de mon expérience qui n'est pas celle de mes collègues. Donc c'est vraiment, je parle en mon nom seulement. Pour juste me présenter très rapidement et que vous voyez qui je suis, c'est que quand on me demandait mais pourquoi tu restes dans la fonction publique, pourquoi tu vas pas dans le privé, et moi très naïvement, quand j'étais plus jeune, je répondais mais je veux servir l'intérêt général et accomplir des missions de service public, servir le public. Et la crise que nous avons traversée, que vous avez traversée, que j'ai traversée, eh bien, est venue heurter ces principes. Les principes d'égalité, les principes de continuité, les principes d'absence de discrimination. Et c'est à partir de ce constat que je voudrais faire l'analyse de mon expérience. Déjà, je ne sais pas si dans la salle, on sait ce qu'est une agence régionale de santé, quelles sont ses missions. Les missions d'une agence régionale de santé, c'est de réguler et de mettre en place une offre de soins au plus proche de la population. Et c'est piloter une politique de santé publique. Lorsque je suis arrivée dans l'ARS où j'ai exercé le 1er février, je suis arrivée le 1er février, le 18 mars, je crois, 2020, c'était le confinement. Et en fait, comme je ne savais rien sur ce virus, je me suis dit, ah ben chouette, je vais pouvoir gérer une crise et servir l'intérêt général et le public. Donc je me sentais à ce moment-là à ma place. Comment, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque où on n'avait pas les équipements, il n'y avait pas les masques, il n'y avait rien. Enfin, donc on n'avait pas de directive ni du siège de l'ARS ni du gouvernement. Donc il a fallu qu'on se débrouille tout seul. Et là, ça a été assez formidable parce qu'il y a eu une vraie solidarité sur le terrain entre tous les acteurs du département pour essayer de trouver ces fameux masques, ces fameux équipements. Et il y a eu un basculement à partir de l'été, je pense, de l'été 2020, où les consignes ont commencé à tomber. On avait 2, 3 instructions par jour, souvent contradictoires, qu'il fallait mettre en place, et on a été obligé de faire des reportings. Et à partir de cet instant-là, moi j'ai commencé à me poser des questions parce que dans mon département, les urgences n'étaient pas engorgées. On n'avait pas plus de morts que ça dans les EHPAD. Et on nous posait des questions sur l'engorgement des urgences, sur les décès dans les EHPAD. Et quand je répondais que tout était normal, on essayait d'aller chercher la petite bête. Donc j'ai commencé à me poser des questions et j'ai entendu d'abord le professeur Raoult, ensuite Louis Fouché, ensuite Christian Perron. Et là, je me suis dit, mais là, il y a Martine Vonner. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et j'ai commencé à analyser ce qu'on me demandait de faire et ce que je pouvais ne pas faire et comment réagir à ces injonctions. Alors, c'était un peu facile parce qu'en fait, le temps de reporting qu'on nous demandait était passé de 10% du temps dans la première partie dont je vous ai parlé, là, avec les équipements, à 80% du temps. Ce qui fait qu'on était pris dans la machine infernale du tableau Excel et on ne faisait plus rien d'autre. Continuité des soins, donc on revient sur le principe dont je vous parlais tout à l'heure. Continuité des soins, 0. On nous demandait de fermer des services. Il
il n'y avait plus de dépistage de cancer, plus de prise en charge des patients, et on nous demandait de fermer des lits. On avait des services vides. Enfin, je vous parle de mon département, hein, des services vides où des médecins tournaient en rond et qui, Eric, ne se posait pas de questions. Donc en fait, j'en suis arrivée à me dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans les faits? Et là j'ai vu que justement les médecins, beaucoup de médecins du département étaient pris dans cette doxa. Donc ils étaient prêts à venir vacciner. Donc moi je cherchais le moyen de pas ouvrir les centres de vaccination, mais j'étais prise dans le j'étais prise entre la pression du gouvernement, la pression des médecins qui voulaient aller vacciner, la pression des élus qui voulaient leur vaccinodrome. Enfin, bref. Donc, j'ai essayé de limiter les ouvertures de vaccination, mais moins j'en ouvrais, et plus la population aussi demandait à être vaccinée. Et les journalistes qui venaient me demander des comptes. Bon, à part André Berkoff, s'il serait venu, je l'aurais pas jeté. Mais je peux vous dire que d'ailleurs vous pouvez aller voir, hein, je n'ai jamais ou très peu communiqué pendant cette période, ce qu'on m'a reproché, ce que l'on m'a reproché. Donc en fait, que s'est-il passé vraiment? Gestion de la crise par la peur. On a état de sidération de tout le monde, des médecins qui se sont trouvés dans une obéissance aux recommandations nationales sans plus de libre arbitre, des journalistes qui racontaient n'importe quoi sur confondant le nombre de cas et le nombre de malades, sur le nombre de décès en EHPAD dû soi-disant au Covid, alors qu'on sait très bien que ce sont des résidents qui sont souvent ont des pathologies multiples et qui se seraient certainement décédés également. Voilà, donc ça c'est l'expérience que j'ai vécue, et j'en ai conclu. Je me suis posé la question de savoir à quoi servaient les ARS. Parce que là, il était évident qu'on aurait pu organiser autrement cette gestion de crise et qu'on aurait dû organiser la continuité des soins, la continuité de prise en charge. Donc là, il n'y a vraiment, pour moi, il n'y a pas eu de plus-value des ARS. Et c'est même l'inverse, on a fermé des lits, on a fermé... enfin bon, bref. Et puis du côté de l'assurance maladie, quand même, il y a eu une application stricte des consignes sur le contact tracing, mais aucune prise de position et d'analyse médico-économique des choix. Par exemple, comparer le coût efficacité et vaccination versus traitement ou versus ne rien faire. On a eu aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une accélération du processus d'hypercentralisation étatique. Les ARS ne sont que des boîtes aux lettres. Et on a une politisation également des ARS, avec une perméabilité avec les élus, une perte d'indépendance et de la mission de service public. Donc, on a également dans les ARS, on a quand même des gens qui sont partis.
écœurés par la gestion, et donc on a une perte d'expertise et de compétences. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Est-ce qu'on doit laisser perdurer ce système de santé qui est perfusé par les fonds publics, les cotisations? Qu'est-ce qu'on veut comme système de santé? Est-ce qu'on ne doit pas non plus demander aux citoyens de se responsabiliser un peu plus, de réfléchir un peu plus, de les informer un peu plus? Et votre présence prouve que certains d'entre vous le veulent. Donc je ne sais pas où j'en suis, c'est bon. À peu près à la fin des 10 minutes. Alors, on peut remercier doublement Marie-Ange, d'abord d'oser ce témoignage de l'intérieur. Et malheureusement, on constatera qu'il y avait aussi peu de directeurs de l'ARS éveillés que de médecins éveillés.